Bonsoir. Je voulais faire un petit vocal additionnel au sujet du thème de la contradiction, puisque j'ai fait un vocal dans la journée où j'avais répondu à Romain, et je tiens à souligner que le problème n'est pas du tout la contradiction. La contradiction, c'est enrichissant. Le problème, c'est plutôt la manière d'amener la contradiction, c'est-à-dire le contexte dans lequel on évolue et les mots qu'on utilise pour arriver à exprimer une contradiction dans un contexte donné. L'humilité, qui est nécessaire, hein, c'est-à-dire que l'humilité de n'importe quelle personne à n'importe quel niveau devrait être un élément fondamental. J'en parle dans le guide de la souplesse absolue. Et j'essaye d'appliquer ce que j'enseigne. C'est pour ça que j'ai des petits soucis avec des gens, enfin j'ai du mal avec des gens, par exemple. Je vais prendre deux exemples. Une référence importante en systémique, donc c'est Emmanuel Todd. Et puis quelqu'un qui a fait une série qui est pas mal, qui s'appelle Camelot, hein, les premières saisons, hein, qui s'appelle Alexandre Astier. Ce sont deux personnes extrêmement narcissiques et qui toutes les deux ont parlé de leur rejet profond de l'humilité. Et on sent moins maintenant chez Emmanuel Todd en vieillissant, mais encore beaucoup chez Alexandre Astier, un mépris, une morgue, le mépris du peuple d'Alexandre Astier. On le voit bien dans Camelot. C'est en permanence ce qui est dit. C'est son regard sur le monde et son regard sur les autres qui est exprimé dans la série. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange énormément, puisqu'on sait que la contradiction est difficile pour des gens comme ça. Et puis la problématique principale aussi, c'est le lien. Quand on a un tel sentiment de toute puissance, quand on se pense autant supérieur aux autres, on ne peut pas être dans le lien. Donc il y a une exigence de réussite, de performance dans l'entourage parental, autant dans le milieu intellectuel d'Emmanuel Todd que dans le milieu artistique d'Alexandre Astier. Et la performance, c'est ce qui compte pour eux, avant tout. Et quand on est avant tout dans la performance, on peut difficilement être dans le lien. Moi, j'essaye de me tenir justement à distance de ce genre de comportement, pour les raisons qui sont expliquées dans le guide de la souplesse absolue. Et donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus et dire la contradiction, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas la prétention de savoir absolument tout sur tout. Mais pour revenir au rapport au peuple, à la population générale, j'avais fait un sarcasme, autant parler à un arbre, parce que c'est vrai que c'est décourageant des fois, mais il n'empêche qu'il n'y a pas fondamentalement de mépris de ma part, c'est juste un constat, c'est comme ça. Il y a une part de la population qui est considérable et qui est conformiste et qui a toujours été conformiste et qui suit les leaders d'opinion et qui change aussi vite d'opinion que de chemise. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous trouverez une vidéo de Jean Rochefort, ce grand acteur moustachu qui est décédé il y a quelque temps, et qui explique comment, ce qu'il a vu, hein, comment étaient traitées les personnes soi-disant collaboratrices à la Libération. Et il décrit des scènes extrêmement violentes qu'il a pu voir à l'âge de 14 ans, et son regard sur l'humanité, évidemment, en a été transformé. Il est important de comprendre ça si vous vous intéressez aussi, parce que je vous donne encore des références, mais vous avez Lebon et Tard, hein, ce sont deux psychologues du début du XXe. La psychologie des foules, c'est un élément fondamental qu'on retrouve dans une autre référence que j'ai déjà donnée qui s'appelle L'âge des foules de Serge Moscovici, et où on constate que les personnes qui ne sont pas assez complexifiées ont tendance à se ranger derrière des leaders ou à s'oublier complètement dans des mouvements de masse, des mouvements de foule, qui vont permettre d'externaliser, c'est-à-dire de décharger en trouvant des boucs émissaires. C'est très bien expliqué aussi par René Girard, La violence et le sacré. La référence principale, parce que c'est lui qui est l'auteur originel du travail sur la rivalité mimétique et le désir mimétique. Tout cela qui est évidemment traité, relié et approfondi dans le guide de la souplesse absolue. Et René Girard explique bien comment
on en est amené par manque de complexité, par manque de capacité au lien, par souffrance, par douleur, par besoin donc de se décharger, de se vider, à se joindre à d'autres et à prendre un bouc émissaire, quel qu'il soit, la plupart du temps quelqu'un d'innocent, pour pouvoir le détruire. Et ensuite, revenir au calme et recommencer quelques temps plus tard, quand à nouveau la coupe est pleine et qu'il faut à nouveau décharger, donc on se met à nouveau en meute et on attaque. Il y a donc beaucoup de travaux qui sont faits sur ce sujet, et il est vrai que quand on sait ça, on en tient compte. On sait qu'on ne peut pas, de toute manière, amener cette population, sauf par un effort fantastique, hein, qui demandera des moyens considérables, comme j'ai dit, qui est en train de se faire au début des années 50 dans la France du général de Gaulle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La force, mais chez Hobbes, on retrouve aussi cette idée, hein, la force et la contrainte permettent d'élever la population. C'est aussi une théorie de, comment il s'appelle, Konrad Lorenz, hein, la théorie de la dégénérescence, et on en revient toujours à la même conclusion, il faut un pouvoir fort pour élever les gens, et les élever intellectuellement et moralement. Donc deux thèmes, le rapport à la population, éviter le mépris, même si parfois, ben voilà, aussi à titre individuel, la coupe peut être pleine, on va avoir tendance à le faire. Et puis la contradiction, le rapport à la contradiction, et toujours réfléchir au contexte dans lequel on évolue et à l'interlocuteur qui nous fait face, et donc à la manière dont on va amener les informations. Bonne soirée.